Bonjour à tous, nouvelle émission de Tête à Clash, mes meilleurs vœux, hein, dans une grande année politique, ça va quand même secouer, on le devine tous. 4 beaux invités, 3 sujets. Alors les invités, c'est Yves Christen, Antoine Cohen, Serge Federbusch et Roland Hureau. Les 3 sujets sont, on est en gros à 2 ans de pandémie, hein. Qu'est-ce qu'on a appris de ces 2 ans de pandémie en termes de santé publique, dans l'hôpital? C'est tout ça dont on va débattre. Deuxième sujet, le virus est là, atténué, Omicron, tout ça. Il n'empêche qu'il y a des jauges restreintes, 2000 personnes, 5000 personnes quand on est en plein air. Quel impact sur les meetings électoraux? Et puis globalement, est-ce qu'on risque d'avoir 2 élections dont le résultat risque d'être volé? Ça, c'est le deuxième sujet. Et le troisième sujet, exercice difficile que je vais demander aux 4 clasheurs. Je vais leur demander leurs prévisions sur 2022. Prévisions en termes économiques, en termes politiques, et puis on va élargir le champ au niveau de l'international. Voilà, alors on se retrouve dans quelques secondes pour le premier sujet. À tout de suite. Premier sujet, 2 ans de pandémie. Très franchement, moi j'ai le sentiment que c'est un tunnel sans fin dans lequel on voit vaguement de la lumière au bout et pas tous les jours. Il n'empêche que il me semble qu'en tant que nation, la France a appris des choses concernant la santé publique, concernant la politique. Il y a plein de sujets là-dessus. Et je vais céder la parole en premier lieu au scientifique et qui est également un essayiste, c'est Yves Christen. Alors, qu'est-ce qu'on a appris? C'est une question qui est intéressante parce qu'on peut répondre à la fois par oui et par non. Je veux dire qu'il est clair qu'on a appris un certain nombre de choses, et beaucoup de choses même, concernant la situation des hôpitaux en France, les problèmes que cela pose, le manque de lits en réanimation, la lenteur d'activité, le fait de ne pas avoir d'industrie, de masques, de médicaments, etc., etc. Il n'est pas sûr que les hommes politiques aient nécessairement appris et tiré les conséquences de cela, même si tout le monde voit bien quels sont les problèmes. On a aussi appris... Je sais que ça ne plaira pas nécessairement à tout le monde. Sur le plan de la science, je crois que, en ce qui concerne la réalisation des vaccins, c'est une grande date, pour au moins 2 raisons. D'une part, parce que jamais dans l'histoire du monde, on avait réussi à produire un vaccin durant le temps de l'épidémie, et ça, c'est un vrai exploit. Et le deuxième est que je crois que la technologie des vaccins à ARN est une très grande technologie, de très grand avenir, pas seulement pour le domaine des vaccins. Alors, je ne suis pas en train de dire que les vaccins actuels sont parfaits. On sait bien qu'ils ne sont pas parfaits. Ils sont presque parfaits pour la protection contre la mortalité. Ils sont moins parfaits, ou même très peu parfaits, sur le plan de la contamination. Mais néanmoins, et il n'y a rien de parfait, il n'y a pas de médecine miracle. Est-ce qu'il y a déjà eu un vaccin parfait? Je vous coupe, Yves. Est-ce que dans l'histoire des vaccins, la polio, il y a quand même des la vaccins, rage, il y a quand même des vaccins dont l'efficacité est extrêmement forte. Et puis il y a le cas de la variole qui a disparu de la planète grâce en principe à la vaccination. Donc il y a évidemment de très grands succès, il y a aussi de très grands échecs, le sida par exemple. Donc il y a tous les niveaux de succès plus ou moins grands. C'est comme ça, c'est la médecine. Mais vous savez, en termes de médecine, il n'y a rien de parfait. Prenez les médicaments cardiovasculaires, qui sont des médicaments très communs, pris par des millions de gens. Aucun des patients qui reçoivent un médicament antihypertenseur, hypocholestérolémiant, ne croit que ce médicament va à coup sûr lui sauver la vie. Et son médecin ne le croit pas davantage. Simplement, on pense que de manière générale, statistiquement, ça va leur diminuer le risque de mortalité. C'est tout ce que l'on pense. Antoine Cohen, je vous sens bouillant là-dessus. Ce que nous avons appris, c'est que l'hôpital craque de partout.
et qu'il peut être rapidement submergé si le nombre de cas graves augmente. C'est la raison pour laquelle il y a eu 3 confinements en France. Et ce qui est sûr aussi, c'est que le gouvernement n'a pas tiré les leçons de cette crise. Je vous ai entendu réagir. Hein. Vous disiez, on avait appris, mais vous avez le sentiment, vous, que les politiques... Non, non, parce qu'on continue à fermer des lits à l'hôpital, ce qui est criminel. On a suspendu au bas mot 3000 soignants parce qu'ils refusaient de se faire vacciner. Et cette situation de l'hôpital, elle ne date pas d'hier. Ça fait des années qu'on fait des économies sur le dos de la santé des Français. Et le paradoxe, parce qu'on dit ça, on dit qu'on fait des économies pour, soi-disant, réduire la dette et les déficits, et le paradoxe, c'est que le gouvernement n'a jamais autant dépensé durant cette crise. Il a dépensé 650 milliards d'euros de dette. C'est quoi qu'il en coûte. De dette, pour rien en plus, parce que quand vous regardez d'autres pays comme la Suède, qui s'en sortent mieux que nous en termes de nombre de morts par habitant, en termes de nombre de cas graves par habitant, la Suède n'a jamais décrété de confinement, et c'est surtout les confinements qui ont coûté très cher à la France. Et moi, ce que je crains, c'est que tôt ou tard, cet argent va être récupéré d'une façon ou d'une autre. Et je pense que la première piste... C'est le principe de la dette. Hein. Et oui, la première piste pour le gouvernement, c'est évidemment l'épargne des Français. En taxant davantage l'épargne des Français, les Français qui ont pu davantage épargner grâce justement au confinement et au couvre-feu. D'accord. OK. Serge ? Moi, je pense qu'on n'a pas appris grand-chose. On a eu des confirmations. Parce que qui s'intéresse à la façon dont l'État fonctionne en France, c'est que, justement, il dysfonctionne plutôt qu'il fonctionne correctement. Donc, le choc, bon, vous savez, en matière financière, par exemple, on parle de stress test. C'est-à-dire qu'il y a, comme ça, on fait presque en laboratoire pour voir si les banques sont capables de faire face à une situation de crise. Et ça aboutit d'ailleurs à des modifications. Là, on a eu, c'est pas un stress test, c'est quelque chose de grandeur nature. On a vu quoi ? On a vu une bureaucratie qui a paniqué complètement. Il n'y avait pas de masques, puis il y avait trop de masques. On interdisait à certains moments aux pharmaciens de vendre des masques. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Enfin, c'était pour les garder, disait-on, aux soignants. Pour les soignants. Comme une ineptie et une aberration chassent l'autre, et qu'il y a une mémoire de poisson rouge collective en France, eh bien on oublie chaque étape qui est complètement aberrante. Hein. Les couvre-feux ou vraiment, qui ne servaient à rien, ou les masques d'ailleurs pour des personnes isolées dans la rue qui ne servent à rien. Et on reprend d'ailleurs ce genre de choses aujourd'hui. Donc il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas d'efficacité de la chose publique. Pourquoi ? Parce qu'elle est dilatée. Un organisme obèse se défend mal du point de vue collectif, comme il se défend mal du point de vue sanitaire individuel. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir de cette crise. Donc on a eu la confirmation de l'inefficacité de la bureaucratie française. Et qui dit inefficacité dit deux choses. Ensuite, dit panique dans l'endettement, dans le fait que les comptes publics ne sont plus du tout tenus, et ça continue. Je ne sais pas si vous imaginez, mais on a dépensé 1 milliard d'euros en moins de 15 jours pour des tests. Bon, il y a un sujet qui me tient à cœur. Parce qu'ils sont gratuits. Seulement pour les vacciner. Monsieur François Hollande, c'est gratuit parce que c'est l'État qui paye. C'est pas François Hollande, c'est le présentateur de... Serge, vous dites, on a dépensé, en fait, c'est l'État parce qu'il rembourse à ceux qui sont vaccinés. La sécurité sociale. Effectivement, Antoine, la sécurité sociale, mais c'est nous derrière. L'alternative, c'est quoi ? On fait payer tout le monde ? L'alternative, c'était au départ... Parce que si c'est gratuit même pour les non-vaccinés, ça coûte le double. J'avais participé, je ne veux pas sombrer dans la forfanterie, mais à un débat au moment des élections municipales entre les candidats avant le premier tour. Rappelons que vous étiez candidat à la mairie de Paris. À la mairie de Paris. J'étais le seul sur le moment à dire, parce que j'avais vécu dans le monde chinois, que si les Chinois réagissaient comme ça, c'était que la chose était sans doute plus grave qu'on le disait à l'époque, et qu'on aurait dû donc mettre sous véritablement contrôle la zone de Compiègne et des aéroports pour mettre en quarantaine les gens qui arrivaient de Chine. Mais c'était trop tard. On se foutait de moi. Non, c'était pas trop tard, en janvier-février. Pas du tout. C'était en janvier-février 2020. Oui, mais la question, c'est que... c'est trop tard aujourd'hui, mais à l'époque, ça ne l'était pas. Non, mais donc, ils n'ont rien fait de ce qu'il fallait faire sur le moment. Serge, je vais polémiquer avec vous, mais vous allez voir que... Mais oui, très bien. On a découvert, par exemple, qu'en Europe, il y avait un point d'entrée de la Chine, c'était toute la zone de Florence, parce qu'il y avait énormément d'échanges économiques. Donc le virus, il était rentré depuis fort longtemps en Europe à travers Florence, et donc il était déjà disséminé. C'est pas Florence, c'est Prato, une commune à côté de Florence, où il y a une énorme communauté chinoise. Et quand on identifie des points où justement il y a un risque de contamination, à Prato comme à Roissy,
d'accord, eh bien, il faut prendre les mesures adaptées. Elles n'ont pas été prises. Alors ensuite... Mais c'est pas paradoxal que vous disiez, vous reprochiez au gouvernement d'avoir fait des confinements, alors que la Chine, elle fait des super confinements, qu'elle continue à pratiquer. 1 million de personnes J'étais favorable à un confinement extrêmement dur dans la région de Compiègne en janvier-février 2020. Ouais. Mais ensuite, quand ça devient... la politique publique doit s'adapter aux situations. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a appris. Ils n'adaptent rien, ils adaptent toujours trop tard, avec des instruments inefficaces. Et là, effectivement, on va se retrouver, parce que personne ne veut voir la situation en France, on va se retrouver avec une gestion de la dette publique et des comptes publics inextricable et dramatique. On paiera. Alors, je pense qu'ils n'oseront pas augmenter les impôts, donc ça va se terminer en hyperinflation, cette affaire. Ça prendra 6 mois, 1 an. Bon, on en discutera. Vous empiétez sur le sujet numéro 3. Oui, non, mais ça se terminera en hyperinflation ou en crise diplomatique, on pourrait en parler aussi. Et donc, qui entraînera ensuite l'hyperinflation. Tout le monde va payer pour cette succession incroyable de fautes politiques, avec des gens qui ensuite, dernier point, ils se réfugient dans la dette et ils se réfugient dans la contrainte, avec la question extravagante du pass vaccinal. J'espère qu'on va en parler quand même, parce que c'est un scandale. On va en parler. C'est-à-dire qu'on doit payer financièrement et on doit payer par l'abdication de nos libertés publiques l'impéritie et la nullité de nos gouvernements. Super, merci beaucoup. Oui. Roland Huron. Je ne parlerai pas de l'efficacité du vaccin. Merci beaucoup. Un débat que M. Christin a lancé, mais qui n'est pas à l'ordre du jour, d'après ce que j'ai compris, et qui ne peut pas l'être d'ailleurs. Il reste que dans cette affaire-là, je crois que les problèmes, il y a 2 niveaux. Les Français, la classe politique, l'opinion, ont compris qu'il ne fallait pas tout faire produire à l'étranger. C'est mentalement... je crois que même Macron a compris. En tout cas, il le dit. Bien qu'il ait fait le contraire pendant des années. En revanche, je ne crois pas que l'administration du ministère de la Santé et les autres administrations aient compris pourquoi. Parce que tous les dysfonctionnements, qui ont été très bien décrits d'ailleurs par Serge dans un livre qui s'appelle le Covid Story... J'aurais dû en parler moi-même. Ne sont pas propres... Je devrais l'avoir avec moi. Ne sont pas propres... Je te l'ai donné. Ça devrait être ma Bible. Ne sont pas propres au ministère de la Santé. Et 2, ils résultent de décisions qui ont été prises pour l'ensemble de l'État dans les années 2000. Ça a commencé par une loi qui est d'une absurdité inimaginable et qui a été votée à l'unanimité. Toutes les conneries, ça se fait à l'unanimité. Le 1er août 2001, qu'on a appelé la LOLF, enfin loi d'orientation sur les finances. Une loi qui organise les finances de l'État. Et là, sont encouragés les achats sur étagère. C'est-à-dire que l'État doit être régi comme une entreprise privée. Si vous avez une entreprise française qui vous propose un produit à 100 et que vous en avez une chinoise à 99, vous achetez la chinoise. Et vous cessez, vous fermez l'usine en France. Tout ça, c'est appliqué systématiquement. Vous avez l'externalisation. C'est que si vous... systématiquement, quand vous faites quelque chose, il faut aller le faire ailleurs, même s'il n'y a pas de gain évident, parce que c'est comme ça. Vous avez l'évaluation généralisée. C'est-à-dire que tout agent, tout fonctionnaire, y compris les médecins, doit être évalué par des critères numériques et chiffrés, qui sont tous plus absurdes les uns que les autres, qui donnent tous lieu à tricherie et à falsification, mais qui occupent beaucoup de monde. Mais Roland, il vous semble pas normal néanmoins d'évaluer l'efficacité des politiques publiques comme on évalue les résultats d'une entreprise ou même d'une personne? Non, parce que c'est pas une entreprise, l'État. Et toutes ces conneries, ça a entraîné une immense pagaille, dont on a vu l'effet avec l'absence de masque, parce que l'application stupide de tous ces principes, mais vous irez le chercher dans d'autres c'est qu'on avait détruit des centaines de millions de masques quelques mois avant. Au nom de quoi? Parce que comme une entreprise privée, il faut fonctionner à stock zéro. Une entreprise privée qui fonctionne bien, elle se met à stock zéro. Donc il fallait que les hôpitaux fonctionnent à stock zéro. C'est l'absurdité de transférer des normes du secteur privé vers le secteur public sans les adapter. Et ça, c'est tout l'État qui a été pris par ce syndrome. Alors, s'il y avait une grosse crise dans une autre administration, on l'aurait vu. Mais là, on l'a vu au ministère de la Santé. Et entre nous, c'est assez français, parce que je regarde les guerres, on en a perdu 2, 1870, 1914.
1940, c'est parce que les Allemands nous ont pris par surprise dans notre bordel, et en 15 jours, ils nous ont eu. Quand il y a eu une vraie guerre, 4 ans face à face, ils n'ont pas gagné. Hein. Ça, c'est un vice très français. Par des a priori, des systèmes quasi paranoïaques, de mettre le désordre dans l'administration, dans l'État et même les collectivités locales. Et je pense que sur ce plan-là, aucune leçon n'en a été tirée. La preuve, c'est que le plan prévoyait de continuer de supprimer les lits. On a continué à supprimer les lits. On a continué à réduire le nombre de médecins. Ça va s'aggraver, etc. La logique que vous décrivez, à mon avis, va continuer, quoi que l'on dise, dans la mesure où, compte tenu de la crise économique qui se présente, lorsqu'il faudra acheter, par exemple, des masques et que nous aurons un entrepreneur français qui les fabrique pour, je ne sais pas quoi, 10 centimes le masque, si un entrepreneur chinois les fabrique pour 1 centime, on l'achètera aux Chinois, puisqu'on aura encore moins d'argent qu'on en avait précédemment. L'écart n'est pas si grand. Non, mais je ne sais pas quel est exactement l'écart, même si l'écart est plus petit. Plus la crise sera importante, plus ce problème va s'aggraver, mécaniquement. Je vais vous apporter un regard peut-être un petit peu plus positif. Moi, il me semble que quelque chose que nous avons appris, c'est qu'il y a, après une mise en route très lente, il y a quand même une machine qui s'enclenche. Et je vois là, maintenant, sur la mobilisation entre les médecins et les pharmaciens, pour les tests, pour les vaccinations, le truc m'a l'air d'être lancé. Non, et la mayonnaise prend parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont mobilisés. N'est pas ce sentiment-là ? Mais parce qu'ils sont arrosés d'argent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les pharmacies touchent quand même, je ne sais pas exactement quel est le profit brut pour un pharmacien pour chaque test, mais ça doit être dans les 10-15 euros. Ouais, c'est ce que j'imagine aussi. Mais vous imaginez, là, le pactole. Donc, là, on retrouve peut-être des espèces d'incitations de pur marché. C'est-à-dire qu'effectivement, si on vous passe 10 euros en gros pour 2 ou 3 minutes de travail ou 4 minutes de travail, vous allez enchaîner les heures de manière substantielle. Donc, il y a malgré tout, derrière cette apparente efficacité, il y a quand même un déséquilibre financier monstrueux et qui va finir, qui est une bombe à retardement. Oui, il y a la promesse de prime, mais il y a aussi les menaces. Je veux dire que nous avions affaire à des professions qu'on appelait libérales, que ce soit médecins, que ce soit pharmaciens, qui ont cessé d'être libérales, qui sont des maillons dans une chaîne de commandement. La question, c'est de savoir si les ordres qui partent à la tête de cette chaîne de commandement, qui est un effet efficace dès qu'il a une orientation claire, sont des ordres bons ou mauvais. Oui, mais Roland, j'entends bien cette histoire sur les professions libérales, mais depuis qu'une consultation de médecin est remboursée, est-ce qu'on peut dire que les médecins ne sont pas salariés par l'État ? Depuis que les médicaments sont remboursés, est-ce que ça s'est aggravé ? Il y a quand même... aggravé. Serge, il y a quand même... je suis assez d'accord avec ce qui a été dit, dans la mesure où, d'une certaine façon, si on essaie de voir ça de très loin, il apparaît qu'à travers cette crise de la pandémie, la population et les gens, les travailleurs, pourrait-on dire, se sont pas si mal comportés que cela. Le déficit vient de l'administration centrale, c'est très clair pour la santé, pour les ARS, tout ça. La population elle-même, elle s'est plus ou moins bien organisée, sans que ce soit parfait. Et donc, de ce point de vue-là, avec le temps, ça se met effectivement en marche. On l'a vu là aussi pour la cinétique des vaccinations, quoi que l'on pense des vaccins lui-même. Je ne veux pas rentrer dans ce débat-là, mais on a très mal démarré, très lentement démarré, et puis c'est comme la guerre d'ailleurs, tel que ça a été évoqué par Roland, au fur et à mesure, le système, la population, les gens, comme dirait Mélenchon, se sont organisés et ont fait le business. Oui, enfin, je ne suis pas satisfait de cette obéissance quasi générale de la population, parce qu'ils obéissent à ça. En d'autres époques, dans les heures sombres de notre histoire, ils ont obéi pour la plupart, pas tous, de la même manière à d'autres ordres. Dans un pays de liberté, je suis né dans un pays de liberté, je ne suis pas sûr d'être encore dans un pays de liberté. Et ça me trouble beaucoup plus profondément que le Covid. Hein. Ils obéissent parce qu'ils ont... Vivre libre ou mourir, mais je préfère vivre libre. Ils obéissent parce que certains d'entre eux ont un pistolet sur la tempe. C'est-à-dire que s'ils ne se font pas vacciner, c'est la suspension de leur salaire et puis à terme un licenciement. C'est aussi le cas. Il y en a d'autres aussi qui sont obligés par rien du tout et parce qui sont très contents d'obéir. Ils veulent pouvoir vivre normalement, librement. Ils ne sont pas toujours très bien. Et ça vous choque, ça, Antoine ? Oui, bien sûr que ça me choque parce qu'on force finalement. Je pense qu'il y a une trop grande incitation et
quasiment une obligation à se faire vacciner, alors que je trouve qu'il y a quand même un manque de transparence sur tout ce qu'on nous impose. Et la réalité, c'est que... Quand on doit présenter un code, d'accord, pour pouvoir entrer dans un bar, on n'est pas libre. C'est une liberté factice. Donc ils ont le sentiment, c'est ça bien le vice du système. C'est un sentiment de liberté. C'est bien le vice du système, c'est-à-dire que ça fait prendre de la liberté, pour de la liberté, ce qui est la servitude. C'est vraiment une situation orwellienne, presque canonique. Et pourtant, ça a été pratiqué dans tous les pays. Un exemple, non. Il y a eu... non, vous allez en Suède, on évoquait le cas de la Suède. On parlait de la Suède qui a pris un pari très tôt. Il y a de nombreux pays. Enfin, je crois il y a de nombreux pays qui n'ont pas les mêmes restrictions. Même l'Angleterre. Mais lesquels? Boris Johnson, ils ont autant de contamination. Mais ça lui est beaucoup reproché. Mais ça lui est reproché par les espèces d'abrutis. Mais ça lui est reproché par les abrutis qui applaudissent aux restrictions en France. Avec beaucoup plus de morts. Ça lui est reproché par des gens qui le dégoûtent et qu'il faudrait mettre hors d'état de nuire. Donc, ils ont simplement en Angleterre... Vous êtes modéré, là. Mais, écoutez, ils ont en Angleterre de la même situation tiré des conséquences extrêmement différentes. Et on ne peut pas expliquer que la situation anglaise soit, par définition, et fondamentalement... Elle est assez divergente en termes de morts. Mais pas du tout. Il y a plus de morts en Angleterre, censément officiels, qu'en France. Donc, au contraire, ils devraient eux-mêmes être encore plus restrictifs que nous. Ils ne le sont pas, parce qu'au fond d'eux-mêmes, même si le sujet ils préfèrent la liberté. Même si le sujet est compliqué, non, mais parce qu'ils ont des doutes sur l'efficacité d'un certain nombre de politiques répressives et peut-être même... Bon, mais il y a véritablement un échec. C'est une histoire qui n'est pas prête d'être terminée parce que les mêmes méthodes produisent les mêmes effets et que la réalité, c'est que le virus est plus fort que ce que nous avons pu mettre en place. La réalité, c'est que c'est le virus qui mène le rythme. Mais ce qui peut être rassurant, c'est qu'à chaque fois qu'il change d'apparence, qu'il se transforme en un nouveau variant, il s'affaiblit. Donc, selon moi, cette histoire sera terminée, mais c'est une question de temps. Alors, là, on est arrivé... on va reprendre 5 minutes sur ce débat. Parce que je voulais remettre, comme vous savez que j'aime cette expression, une bûche dans le feu. On a 20 minutes, on va largement aller à 25 minutes. Il y a un nouveau variant qui apparaît, qui est Omicron. Omicron, si on comprend bien, est très contagieux, mais moins létal. C'était déjà le cas de Delta. Presque pas létal. C'est vrai, presque pas létal. Presque pas létal. Bon, donc on est d'accord. C'est un gros rhume pour l'instant. On est d'accord. Récemment, et là on enregistre mercredi 5, ça a 2 jours, l'épidémiologiste en chef du Danemark a dit en gros que la pandémie serait terminée dans 2 mois. Et il semblerait qu'au ministère de la Santé, on travaille sur cette hypothèse-là qui est en fait celle de l'immunité collective. Qu'est-ce que vous en pensez? On va faire un petit tour là-dessus. Il y a effectivement une tendance aujourd'hui à penser que Omicron est plutôt bénéfique en ce sens qu'il contribue à immuniser les populations et que peut-être ce sera le dernier variant qui casse les pieds aux populations. La vérité vraie, c'est quand même qu'on ne sait pas. On n'a pas la garantie qu'il n'y aura pas ensuite un nouveau variant plus méchant que les précédents. Donc on est face à une incertitude. Et je dois dire d'ailleurs que fondamentalement, dans nos regards sur le gouvernement et les critiques qu'on peut faire, il ne faut pas perdre de vue le fait qu'il s'agit de gérer une incertitude. Et donc de faire le choix qui, avec les connaissances du moment, apparaît comme étant le choix le plus rationnel. C'est-à-dire que personnellement, je pense, pour le dire de manière un peu provocante, que si le gouvernement doit être mis en cause, c'est plus parce qu'il a été lent à mettre en marche la vaccination, parce qu'il n'a pas pris le vaccin russe, etc. Et probablement parce qu'il n'a pas obligé la vaccination, que pour l'inverse. Je veux dire que l'état actuel vous entendez, de la vous avez là un homme qui dit en gros il faudrait obliger à vacciner. Oui, mais c'est pas notre opinion. C'est la seule chose dont on dispose. C'est un scientifique d'une qui parle, efficacité probablement limitée, quoi quasi absolue sur la mortalité, lorsque les choses sont parfaitement faites. Le gouvernement, l'État, les responsables doivent gérer en fonction des connaissances qui existent. Alors peut-être qu'on verra dans 5 ans que le vaccin n'était pas utile et peut-être même qu'il était toxique. Mais l'état de la connaissance que l'on a aujourd'hui, c'est cela. Et j'ajoute que je crois que les populations... Pourquoi les populations acceptent-elles ce qui vous apparaît comme un manque de liberté? À mon avis, c'est pas simplement par servilité, c'est parce qu'elles ont la conviction
que c'est bénéfique pour elles. Les gens croient que les vaccins sont bénéfiques et qu'il faut... Je vais vous faire réagir à la fois à ce que j'ai lancé Omicron et l'immunité collective et à ce qu'a dit Yves Christel. Puisque vous parlez de vaccins, quand même un fait, tous les pays membres du Conseil de sécurité, c'est-à-dire les grandes puissances, Chine, Russie, États-Unis et même l'Allemagne en plus, ont un vaccin. Malgré notre très belle industrie pharmaceutique, le gouvernement s'est débrouillé pour que les Français n'aient pas la possibilité de produire des vaccins. Ça, c'est très important. D'autant qu'il y avait une firme bretonne, mais qui a été expulsée de France, qui produisait des vaccins qui n'avaient pas les effets qu'on redoute des vaccins Pfizer. Enfin, le grand laboratoire français a été foutu d'en sortir un. Hein. Et ils sont censés en sortir un, et ils sortent toujours pas. Et l'État n'était pas derrière toutes ces industries. Je veux dire, une forte impulsion de l'État, on arrive à sortir quelque chose quand on a une industrie pharmaceutique. Donc je pense qu'il y a autre chose derrière. Il ne faut pas oublier que M. Macron a travaillé pour Pfizer quand il était banquier. J'ajoute que vous vous contredisez un petit peu, pardonnez-moi. L'immunité collective, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de vacciner tout le monde pour qu'il y ait une immunité qui touche tout le monde. Si on y arrive, il faut vacciner une grande majorité. Oui, mais ce qu'on a mis dans la tête des gens, c'est qu'il y a un seul type qui ne veut pas se faire vacciner, c'est un salaud, il va contaminer tout le reste du pays. Ce qui est une idée fausse sur le plan scientifique, mais très efficace sur le plan politique. C'est parce qu'on a, d'une certaine manière, un troisième virus. L'initial, le variant Delta et Omicron. Le troisième, et qu'il va en s'amenuisant en létalité. Oui, c'est un rhume. Hein, même Boris Johnson l'a dit, il s'est fait engueuler par une partie de la classe politique. Il l'a dit, que le variant Omicron n'était pas si grave que ça. Ouais. Oui, mais c'est ça. Il y a effectivement des débats qu'il est très difficile à chaud d'avoir sur la pertinence, je dirais, de la vaccination. Bon, il est clair aujourd'hui que la contamination est largement indifférente à la vaccination. Même les vaccinolâtres les plus absolus sont obligés de le dire, puisqu'il y a beaucoup de... bon, voilà. Il y a un débat qui reste pendant sur les cas graves, parce que les cas graves ont commencé à reculer considérablement depuis Delta et continuent de reculer considérablement aujourd'hui. Il y a des pays où il y a beaucoup moins de cas graves, avec sans doute, peut-être, c'est même sûr, une couverture vaccinale plus faible. Donc, il y a un débat. Bon, je veux bien qu'on applique un principe de précaution et qu'on se dise, bon, à tout prendre, on vaccine pour ceux, en tout cas, qui le veulent, et puis on verra bien, bon, s'ils le sont, davantage protégés ou pas. Mais ensuite, ça renvoie à ce qu'on n'a pas encore évoqué, à savoir la contrainte extravagante, alors qu'il y a ces doutes scientifiques et que le débat est possible, entre le hiatus entre les contraintes énormes qu'on fait peser sur la population et les doutes scientifiques qu'on a. Et cette espèce de hiatus, il est comblé par de l'autoritarisme. Autrement dit, c'est ça qui est très dangereux. Et l'autoritarisme, ça n'est jamais efficace. Les régimes autoritaires, c'est efficace un temps, et ensuite, ça s'effondre. Et donc, ça s'effondrera de la même manière. Si je synthétise votre pensée, vous auriez été à la place du président Macron, président Feder-Bush, vous auriez été beaucoup plus light sur le confinement, beaucoup plus light sur l'incitation, la quasi-obligation à se vacciner, et vous auriez été beaucoup plus attentif aux libertés publiques. Alors, ce que j'aurais fait, je l'ai dit précédemment, et je l'avais dit à l'époque, un vrai confinement des zones où il y avait l'introduction du virus. Et ensuite, il y a de toute façon une situation sanitaire qui échappe au contrôle, et c'est le cas de toute pandémie. Eh bien, on augmente la capacité hospitalière pour faire face à cette situation, et on attend l'immunité collective avec un nombre suffisant de lits de soins intensifs pour absorber le choc, et on fait revenir des personnels même à la retraite, on les paye 2 ou 3 fois plus, et tout ça aurait coûté à la fin des fins bien moins, même pas le 20e de ce qu'ont coûté les confinements et les dégâts de l'économie française. Ça aurait été beaucoup plus efficace. Et beaucoup plus flexible sur l'autorisation des médecins de soigner. Bien sûr. Ce qui est fondamental. Ok. Antoine, pour conclure. Je ne pense pas que l'immunité collective, ça soit la solution... parce que la réalité, c'est qu'il y a d'autres dispositifs que nous n'avons pas mis en place et que la vaccination massive n'est pas l'alpha et l'oméga de la porte de notre porte de sortie. Mais la réalité, c'est que aujourd'hui, on peut dire qu'on a vacciné massivement. Il y a 90% des Français qui sont vaccinés. Et pourtant, on a 200 000 cas par jour. Et les cas graves en France augmentent actuellement. On est plutôt à 300 000 sur Omicron, hein ? Oui.
On est à 300 000 oui. contaminations. Ça a déjà augmenté. Rien que ça, c'est un désastre, c'est un échec monumental. Détecté, sachant qu'il y en a probablement au moins le double de non détectés parce que invisibles, quoi, parce qu'il n'y a pas de symptômes. Ok, très bien. Écoutez, on a totalement explosé les compteurs sur ce segment de l'émission, mais c'était vraiment intéressant. Merci de votre rapport. On se retrouve dans quelques secondes pour le deuxième sujet, mais vous allez voir, on va continuer sur le Covid, puisque là, on va parler directement de l'impact dans la campagne présidentielle. On est à moins de 100 jours, et les législatives qui vont s'enchaîner. À tout de suite. Rebonjour, deuxième sujet. Alors, on continue dans le virus, la pandémie, avec l'annonce de jauge intérieure 2000 personnes, à l'extérieur 5000 personnes. Comment les matchs de foot vont-ils avoir lieu? On ne sait pas, mais si ça n'avait d'impact que sur les matchs de foot, ce serait sans doute possible. Là, on rentre en élection présidentielle. On est à moins de 100 jours du premier tour. Le premier tour, c'est un grand jour pour moi, puisque c'est mon anniversaire, c'est le 10 avril, un dimanche, bien sûr. Quel impact ça va avoir lieu, quel impact sur les élections? Certains disent, je crois que c'est M. Zemmour qui a parlé d'élections volées. Est-ce qu'il y a véritablement un risque? C'est de ça dont on va débattre. Et je vais me tourner vers Serge Federbusch. Oui, alors moi, il y a un vrai risque pour vous? Moi, ce que je crains beaucoup plus que les histoires de jauge dans les meetings, qui sont un peu gênantes, mais c'est pas non plus catastrophique. Ce que je crains beaucoup plus, c'est la légitimation du vote par correspondance. D'accord, ou du vote électronique, encore pire. Ouais. On a vu aux États-Unis ce que ça peut donner, le vote par correspondance. Vous avez des sergents recruteurs démocrates qui sont allés partout dans toutes les familles pour faire voter les gens. Et il y a eu des renversements dans les États cruciaux qui ont fait basculer l'élection de Trump à Biden. Mais vous n'aimez pas qu'on aille inciter à voter? Mais le problème, c'est que cette incitation, elle est d'intensité variable selon, en fait, l'organisation des partis et les moyens du pouvoir. Si on incite beaucoup plus à voter les gens qui sont susceptibles de voter Macron, vous voyez, on n'a pas du tout le même résultat que si, véritablement, il y a une incitation égale. Et là, il y aura forcément des moyens qui seront dévoyés et inégaux. Macron, il a non seulement l'appareil d'État avec lui, mais il a surtout les oligarques. Il a les principaux médias qui vont claironner sans cesse. On a bien vu, après sa sortie d'hier, ridicule et insultante pour les Français, eh bien, immédiatement, l'Express, le JDD, etc., veulent à son secours. Alors, et ça va continuer, Donc c'est ça le vrai danger. Que c'est pas parce que Sarkozy avait l'appareil d'État qu'il a gagné. Mais Sarkozy et même Hollande, qui avait l'appareil d'État, n'a même pas pu se présenter. D'abord, Sarkozy n'avait pas vraiment l'appareil d'État avec lui, parce que la haute fonction publique et la grande majorité des fonctionnaires lui étaient hostiles. Bon, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui de Macron, au moins pour la haute fonction publique. Deuxièmement, il n'avait pas un tel soutien des oligarques. Macron, c'est le candidat du CAC 40, c'est le candidat de Bernard Arnault, d'un certain nombre de grands oligarques, et ça va continuer. Et ces gens ont une prise directe sur les principaux médias. Et si en plus, ils ont la capacité, vis-à-vis d'un électorat un peu trouillard, qui sont souvent des personnes âgées qui ont peur du virus, de pouvoir les inciter, justement, mobilisez-vous à aller voter, ça peut avoir, dans une élection qui va être extrêmement serrée, là j'anticipe peut-être sur le sujet précédent, ça va être extrêmement serré, ça peut avoir des vraies conséquences. Et si jamais il gagne de manière scandaleuse, à la suite de magouilles de ce type, je peux vous dire que là, après avoir détruit les partis politiques, il détruira la Ve République. J'entends. Je voudrais apporter une précision. Je me rends compte que mon lancement, il y avait quelque chose que j'ai oublié de préciser, c'est que les jauges ne s'appliqueraient pas aux meetings politiques. Mais il n'empêche que certains partis ont déjà annoncé qu'ils feraient très peu de meetings pour justement ne pas se trouver face à ce problème de jauge. Voilà, c'est ma petite parenthèse. Je vous cède la parole. C'est simplement parce qu'ils ont peur de ne pas avoir beaucoup de fréquentation. Vous pensez que Valérie Pécresse, elle a peur de ne pas avoir de monde dans Moi, je pense que oui, bien sûr. Ils ont une base militante très faible, et donc ils ont peur. Ils ont peur de la comparaison avec Zemmour. C'est tout. Pour une fois, j'ai un petit désaccord avec Serge. Il n'a pas cité la base militante. Je veux dire, je pense que le seul qui peut voler l'élection, c'est Macron. On est bien d'accord.
dont pourtant on dit qu'il n'y a pas de militants. Non, mais on dit il que n'a la aucun République militant. en marche est un parti fantôme. Qui, en France, aux États-Unis, vous avez des milliers de gens qu'on a mobilisés pour aller chercher des votes démocrates. Aussi bien républicains que démocrates, oui, néanmoins, mais non c'était beaucoup plus efficace et mieux. Et l'argent récolté par Trump bien sûr. et Biden était considérable plus que jamais. Qui va aller faire du porte-à-porte. Mais des gens payés. Le Macron, il paye les gens. Oui, d'accord. Il y a même des entreprises qui sont spécialisées dans ça. J'entends bien, mais il va payer les gens. Même pour ça, d'autre part, je crois qu'il est en effet le seul qui puisse voler l'élection. Mon sentiment, c'est qu'il est beaucoup plus usé qu'on ne le croit. Il dirige l'économie française depuis 10 ans. Si on considère que l'important dans la politique, c'est l'économie, c'est la situation économique. Il est le seul patron de l'économie française depuis 10 ans. 10 ans, ça fait 2 quinquennats. Il n'a pas été ministre de l'économie pendant 5 ans. Il a été conseiller économique à l'Élysée. Il y a juste voilà. Et toutes les grandes décisions économiques de Hollande, qui ont choqué tout le Parti socialiste, d'ailleurs, et qui ont décrédibilisé Hollande, elles ont été inspirées par Macron. Pas les 75%. Ça n'a pas été vraiment mis en place. Bon, ça, c'était pendant la campagne, mais ensuite, c'était Macron. Macron est le patron de l'économie française depuis 10 ans. On voit bien le résultat. Et je crois qu'il y a une usure vis-à-vis du personnage. C'est un soufflet. C'est un soufflet qui est à 23-25%. Et puis, quand quelqu'un va crever le soufflet, on va voir. Mais vous pensez même qu'il pourrait ne pas aller jusqu'à se présenter ? Oui. Usé qu'il est ? On ne sait pas ce qui va se passer. Je ne sais pas. Ça fait partie des incertitudes. On est dans une situation d'incertitude telle qu'il n'en a pas existé pour une élection présidentielle, et je dirais au milieu d'une incertitude internationale qui est également très grande. Ok. Voilà. Ok, mais risque d'élection volée, finalement, vous semble pas très. Il n'y a pas de risque pour vous. Je n'ai pas dit ça. Il est beaucoup plus difficile de tricher qu'aux États-Unis. Hein. D'accord. Si on ne met pas des machines, et même les machines, il y aura des gens pour refaire des calculs à la main, etc. Moi qui ai participé à du dépouillement en France, je le fais quasi à chaque élection, dans des petits bureaux de vote. J'ai eu le sentiment, et je suis très attentif à ça, avec les assesseurs de tous les partis, que voler une élection, en tout cas dans les bureaux de vote où j'étais, c'était quasi impossible. Et puis, nous avons 36 000... La tricherie Mais s'il y a du vote par correspondance, il y a du vote par correspondance, c'est presque une fraude structurelle. C'est-à-dire que tu ne sais pas ce qui se passe et comment les gens votent chez eux. Puis tu reçois des enveloppes, et puis dans les enveloppes, il y a des gens qui ont été soumis à des pressions ou influencés à l'extérieur du bureau. On va continuer le tour. Antoine Cohen. D'abord, je ne pense pas que les meetings, dans le cadre d'une élection présidentielle, soient aussi cruciaux que cela. Oui. Parce que quand vous organisez un meeting, vous vous adressez à un public qui est déjà largement convaincu. Je pense que le plus important, c'est d'être présent dans des émissions de grande écoute. C'est pas comparable. On ne peut pas comparer le fait de parler à 20 000 personnes sur place et le fait de parler à des millions de téléspectateurs. En revanche, ce qui n'empêche que, par exemple, on dit que le porte-à-porte, c'est quelque chose d'assez important pour déclencher le vote, sans doute plus important aux législatives qu'aux présidentielles. C'est pour le local. Pas au présidentiel. C'est la même chose que de distribuer des tracts ou de coller des affiches. Je ne pense pas que ça soit si efficace qu'on le dit, mais ça peut être toujours un complément dans une stratégie de campagne électorale. En revanche, ce qui peut m'inquiéter, effectivement, c'est le vote par correspondance. Il se trouve que le sous-ministre Attal a déclaré qu'il n'en était pas question. Et pourtant, le Parisien... Il n'est pas ministre, il est porte-parole. Oui, porte-parole. Oui, ok, c'était une méchanceté de votre part. Une petite pique, disons. Pardon, je pensais que c'était une erreur. Ok, une perfidie. Il est perfide, méfions-nous. Il se trouve que le Parisien a révélé récemment qu'une rencontre va avoir lieu entre Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, et donc en charge d'organiser l'élection présidentielle, et Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel, pour discuter, je cite, des modalités de scrutin dans le contexte sanitaire. Ça voudrait dire que le vote par correspondance, pourtant interdit en France depuis 1975 pour risque de fraude électorale, pourrait être réhabilité sous prétexte d'une crise sanitaire. Enfin là, il risque d'y avoir quand même une bronca. Il faut l'espérer que les Républicains et Pécresse, si elle voit arriver ça, là, elle a collaboré à toute la psychose sur le pass vaccinal. Mais là, ça serait un tel scud contre elle aussi qu'à mon avis, elle intimerait l'ordre aux Républicains de voter contre. Et au Sénat, ça passerait pas. Et c'est quand même très compliqué. C'est quand même une loi organique. C'est quand même très compliqué de... Comment ? C'est une loi organique. Oui, c'est une loi organique de Donc c'est pas prêt d'arriver.
ça provoquerait une crise politique majeure. On peut s'attendre partout. Majeure. C'est-à-dire que là, ça légitimerait un appel à manifestation contre l'Élysée. Voilà. Quoi. Ok, juste pour comprendre, parce que de mon point de vue, de citoyen tout à fait lambda, voter par correspondance, si je suis ce jour-là au fond de mon lit, une jambe cassée ou en déplacement, ça me semble plutôt pas mal. J'ai toujours fait des procurations. Mais en quoi le vote par correspondance serait-il un problème? On l'a vu aux États-Unis. Il y a des gens qui t'appellent au téléphone ou qui vont te voir et qui font voter des gens qui ne votent jamais. Ah, mamie, papy, voilà. Et hop, on met le bulletin dans l'urne et puis ensuite ça part par la poste et personne ne sait qu'il n'y a pas quelqu'un qui te tient ta main. Mais ça, c'est ça le problème. Ça, c'est pas toujours fait. On n'a pas toujours eu des bus calés dans les EHPAD. Mais il n'y a pas. Mais il faut venir prendre les gens dans les EHPAD et les amener au bureau de vote. Ça se voit, c'est beaucoup moins compliqué. Là, ça se fait au bureau, dans l'EHPAD même, et tu n'y vois que du feu. Le vote par correspondance est beaucoup plus fragile face à la fraude. Merci pour cette précision. D'accord, Antoine. Allez. Écoutez, je ne sais pas si ça introduit un biais, le fait de ne plus avoir des très grands meetings. Il est possible que oui, parce que, comment dirais-je, l'un des éléments cruciaux de l'élection, c'est le vote utile. Et il est clair que selon que se dégage une personnalité plutôt qu'une autre, le vote va passer de l'un à l'autre. Et si un leader organise un meeting géant, et on pense notamment à Zemmour, qui est l'un de ceux qui est capable d'avoir du public. Il a eu un grand meeting déjà à Villepin, 15 000 personnes. Mais ça peut, environ, disons, encourager des électeurs LR ou Rassemblement National à se dire c'est peut-être mieux d'aller sur Zemmour parce que c'est lui qui a le vent en poupe, c'est lui qui va réussir. C'est plutôt pour lui et pour Le Pen que ça joue, parce que je pense que le vote de Mme Pécresse ne suit pas exactement la même logique. Et à mon avis, pareil pour Macron, d'ailleurs. Donc il est possible quand même que cet effet de jauge ait un certain effet, même si les hommes politiques ont le droit d'avoir des meetings sans limitation. Ils peuvent vouloir se dire aussi, je ne veux pas provoquer, je ne veux pas réunir 30 000 personnes et qu'on me dise que c'est moi qui est responsable de l'épidémie. C'était ce que je voulais dire, je l'avais mal exprimé dans mon lancement. Il me semblait qu'à partir du moment où un leader politique disait moi, mes meetings, ils ne vont pas dépasser 5 000 personnes et je vais les faire en plein air dans un stade de foot, il va être difficile pour d'autres de faire différemment. Non, je ne crois pas. Moi, si j'étais candidat, comme tu l'as envisagé de manière extravagante, eh bien, j'en profiterai pour dire, mais ces petits copains-là, ils ne font pas de meeting parce qu'ils n'en ont pas les moyens militants, parce qu'ils vont réunir personne, donc c'est un prétexte pour eux, et je les ridiculiserai au contraire. Ok, ce sera un point de différenciation. Bien sûr. Votez Federbush parce qu'il est courageux. Grâce à toi, on va organiser un meeting avec 50 000 personnes au Stade de France. Écoutez, je me voilà institué géo du président Federbush. Il est incontestable que le meeting de Villepin a joué un grand rôle dans le lancement et la crédibilisation de la candidature de Zemmour. C'est vrai. Mais il pourra pas tous les candidats ne pourront pas le faire, ça c'est sûr. N'oublions pas non plus que nous avons 35 000 maires, dont 34 000 de petites communes rurales qu'on veut faire disparaître depuis des années et des années, de manière absurde, mais qui sont des honnêtes gens pour la plupart, ou qui sont dans un contexte local où il ne faut pas qu'ils déraillent parce que tout le monde les surveille. Et ça, c'est une garantie qui n'existait pas du tout aux États-Unis. Vous parlez, là, alors, pardon, juge, je traduis pour être certain d'avoir compris, du fait que lors des dépouillements, ils sont présents, les équipes municipales sont présentes, dans leur diversité, et d'ailleurs très souvent dans leur apolitisme, parce que les 34 000 communes dont vous parlez, dans la plupart des cas, il n'y a pas d'étiquette. Parce que ce qu'on fait, c'est tourner la commune, et pas tellement prendre des grandes décisions idéologiques. Ils ont des idées, mais ils ne les montrent pas. Ok, écoutez, je vais vous dire, je suis surpris, parce que ce sujet du vol de l'élection lié à la pandémie, je pensais que vous alliez être à fond là-dedans et que ce serait vraiment un sujet polémique. Pas du tout. Peut-être qu'on est finalement dans une démocratie assez apaisée. Même pour Federbush président. On verra bien ce qui sortira des discussions entre Fabius
et Darmanin, Ouais, parce c'est que s'ils intéressant arrivent... comme information, Non, mais hein. bien entendu, ça... Bon, Mais est-ce que c'est finalement pas... Est-ce qu'à chaque relevé. élection, il n'y a pas une rencontre entre le ministre de Non, mais là, l'Intérieur oui, mais là, Là, le c'est thème écrit dans précis, le contexte le thème sanitaire, précis, ils c'est vont le écouter les contexte moyens sanitaire, ce qui n'était Ouais. évidemment pas le cas précédemment. Ouais. Donc il faut être vigilant, d'autant que le Conseil constitutionnel, malheureusement pour lui, dans ses dernières décisions relatives justement au pass sanitaire et donc et aux lois d'exception qui ont été votées, a systématiquement validé les pires ignominies du pouvoir. avec des Bon. observations très restrictives, mais finalement qui n'ont pas... Non, mais bon. Donc j'espère d'ailleurs qu'ils vont se reprendre. Il n'est pas impossible d'espérer que Fabius se réveille, parce que c'est quand même un gars qui a appelé à voter non au traité d'Union européenne. C'est vrai, Donc il est capable quand même de temps en temps, et j'espère que malgré son âge qui avance et sa peur du virus, eh bien, il sera capable de faire prévaloir les principes sacrés de la République contre les magouilles de Macron. Allez, monsieur le président Fabius, le président Federbusch s'adresse à vous. Fabius, Il va réveille-toi. vraiment me faire passer pour un mégalo. Hein. Ah non, alors pardon, c'était vraiment pas du tout mon objectif. Mais on a le droit de rire ensemble. Allez, on se retrouve dans quelques secondes pour le troisième et dernier sujet. À tout de suite. Rebonjour, troisième et dernier sujet. Alors, entre la pause, j'ai eu une information, c'est qu'il y a de la jalousie à bord de ce plateau et que Roland Hureau, lui aussi, voudrait être appelé président. Président Hureau. Ok, très bien. Vous savez, il y a un dicton en France, c'est que tout le monde a été plus ou moins président une fois, Oui, ne serait-ce que de son association de football. Il y a 600 000 présidents en France. Voilà, c'est ça, 600 000. exactement. Donc moi, qui ai été président à plusieurs reprises, vous adresserez à moi comme il se doit, monsieur Hureau, s'il vous plaît. J'ai un ami qui appelle tout le monde monsieur le président. Oui, c'est ça, par pour définition. être sûr de ne pas se tromper. C'est drôle, moi j'ai une amie qui appelle tout le monde chérie. Ça m'exaspère à un point, j'ai envie de lui donner des claques. Mais enfin, c'est une femme. Tu nous la On peut pas. présenteras. Oui, voilà, c'est ça, chérie. Allez, c'est un peu de sérieux dans cette émission. D'autant plus que le troisième sujet, c'est les prévisions. C'est les prévisions 2022, alors en termes de politique, en termes d'économie et en termes d'international. Alors, qu'est-ce qui va se prendre ce sujet en premier ? Je vais vous donner la parole, Antoine. Comment vous voyez les choses ? On va faire un premier tour de table politique. Alors, Vos prévisions, c'est quoi ? Concernant l'élection présidentielle, je ne crois pas du tout en la qualification de Valérie Pécresse au second tour, pour plusieurs raisons. D'abord parce que durant tout ce quinquennat, LR a été une opposition de pacotille, sans armes et sans munitions, incapable de dire d'autre que ça va dans le bon sens. Une opposition dont un certain nombre de membres ont quitté ce parti politique pour rejoindre les rives du pouvoir. Et ça prouve bien quand même une proximité idéologique entre En Marche et les Républicains. Sinon, il n'y aurait pas eu ces transferts aussi rapidement et aussi facilement. Vous éliminez Pécresse. Vous voyez et parce que c'est aussi une opposition qui n'a pas été capable d'aller aussi loin qu'Emmanuel Macron, notamment sur le plan économique. La transformation de l'ISF en IFI. On va faire court, Antoine. Les ordonnances aussi, et la loi Pacte. Et m'écoutes pas. Oui, mais je me permets de détailler un peu. Bien sûr. Et puis aussi, dernière chose, ouais. Valérie Pécresse, je ne crois pas en sa capacité de rassembler tous les électeurs des Républicains, puisqu'elle a dit elle-même qu'elle ne comptait pas reprendre à son compte, ne serait-ce que quelques propositions que ce soit, d'Éric Ciotti qui a fait près de 40% au Congrès. Ok, donc on élimine Pécresse. Alors, à mon avis, la seconde place, elle se jouera entre Marine Le Pen et Éric Zemmour. Marine Le Pen, elle apparaît aujourd'hui comme la candidate nationale modérée, qui essaye de ne pas faire de vagues et qui évite les polémiques. Mais beaucoup ont compris qu'elle fait déjà partie du passé. Elle a eu sa chance en 2017. Elle n'a pas su la saisir, mais elle conserve quand même une base solide. C'est ce qui prouve bien qu'elle ne s'effondre pas dans les sondages. C'est si je lis bien le Cohen, Zemmour, Macron. Okay. Évidemment, parce que Éric Zemmour... Et qui va gagner juste un instant. Éric Zemmour, sa grande force, c'est qu'il est audible. Ça veut dire que depuis qu'il est rentré en campagne, en réalité depuis qu'il a quitté une chaîne concurrente à la vôtre, on parle beaucoup de lui sans pouvoir se lasser parce qu'il arrive finalement à mener le rythme de cette campagne et il arrive aussi à imposer ces thèmes, ces deux grands thèmes que sont le grand remplacement, c'est-à-dire le remplacement progressif de la population française par la population d'Afrique du Nord et par la population d'Afrique subsaharienne, le sentiment qui est réel de ne plus se sentir chez soi, le fait, comme il le dit, d'être des exilés de l'intérieur, et puis aussi le grand déclassement, l'accroissement des inégalités, la perte de souveraineté. Antoine, pour faire court, s'il vous plaît, parce que vous allez me bouffer les 12 minutes, rien qu'à vous tout seul. On fait la finale, Zemmour-Macron, qui gagne ?
Écoutez, j'espère me tromper dans mes pronostics, mais je crains que ça soit Emmanuel Macron, parce que son rassemblement est assez large, à la fois les centristes, les libéraux de droite et les sociaux-démocrates de gauche. C'est pas parce que vous annoncez sa victoire que vous êtes son soutien. Je dis ça pour ceux qui auraient l'oreille un petit peu dure. OK. Et les législatives qui suivent? Les législatives, en général, elles découlent des résultats des élections présidentielles. Donc, si c'est par exemple Macron qui gagne, il aura... très probablement sa majorité à l'Assemblée nationale. Les élections législatives, en général, il n'y a pas de suspense. OK. Allez, Roland Hureau. Il y avait dans Marianne un excellent sondage avec des méthodes très originales. Ouais. Il y en a un qui est en tête, mais c'est très, très artificiel parce que les sortants sont toujours en tête, c'est Macron. Oui. Non, pas toujours. Non, Hollande n'était pas en tête. Non, mais il y en a 4 bien avant. Qui sont quasiment au coude à coude. Il y en a 3 qu'on connaît, c'est Marine Le Pen, c'est Pécresse et c'est Zemmour. Et puis un 4e qui remonte, qui est Mélenchon. Oui. Pour une raison qu'on comprend, vous soupirez parce qu'il n'y a pas d'autres candidats à gauche. Disons vrai, si vous êtes dans le quart le plus à gauche des Français, vous n'avez aucun autre candidat que lui. Moi, je crois que c'est une bonne analyse, c'est-à-dire qu'il y en a 4 au coude à coude, mettons 3, et qu'il est très aventureux de dire le résultat. Quand en face-à-face... Donc vous n'avez pas de feeling, c'est parce que c'est ça aussi dont on parle. Un face-à-face, moi je crois que Zemmour va gagner, mais un face-à-face Macron-Zemmour, ça sera un référendum pour savoir si on garde ou si on ne garde pas Macron. Et vous avez toute une partie de la gauche qui, même s'ils détestent Zemmour, ils ne vont pas aller voter Macron. OK, Roland Hureau, j'entends bien. Donc vous êtes, comme Antoine Cohen, une finale Zemmour-Macron, mais vous pensez que Zemmour peut gagner? Je ne suis pas sûr que Macron sera en finale, mais je ne sais pas qui sera à la place. Et quant à Zemmour, s'il continue comme ça, mais ça peut se jouer à très peu de choses vis-à-vis de Marine Le Pen. Oui, alors, OK, Zemmour gagne, vous pensez qu'il arrive à avoir... de manière automatique dans la Ve République, une majorité... Oui, parce qu'il y a une loi que personne ne signale, qui s'est appliquée en 2001 et qui s'est appliquée en 2017, c'est que plus le gagnant est excentré par rapport au jeu politique ordinaire, plus il emporte, plus il y a un effet de choc, et plus il emporte une large majorité. Alors que si c'est un candidat attendu, qui fait partie de l'ordre établi, il a sa majorité, mais plus faible, comme en 88, Très bien. Je ferai intervenir le président Feder-Bush en dernier. Je voudrais vous entendre, Yves Christen, sur Écoutez, moi j'ai vraiment la conviction très forte. Je vous précise que je me trompe en général dans mes pronostics, malgré le fait que mon analyse soit très juste. Ça l'inverser. Mais je suis vraiment convaincu que les jeux sont faits, que Valérie Pécresse sera élue, car ça paraît presque évident. Ça paraît presque évident dans la mesure où les 2 critères d'élection, c'est d'une part le rejet maximal, et il y a beaucoup de gens qui rejettent Macron, qui se sont rajoutés à ce qu'ils rejetaient avant, les gilets jaunes, etc., alors que Valérie Pécresse n'est pas véritablement rejetée massivement, il n'y a pas de haine contre Valérie Pécresse, et ça, je crois que c'est un élément très important. Et il y a un deuxième élément, je risque de choquer certains de mes amis ici, mais je crois que le français moyen, si je puis dire, qui est moins politisé que nous le sommes, lui, il s'attache à voir qui fait le poids, qui est la personnalité qui va être chef d'État. Et on a vu dans le débat Macron-Le Pen, on a vu que beaucoup de gens qui étaient tentés par les idées de Madame Le Pen ont estimé qu'elle ne faisait pas le poids comme président. Eh bien, je crois que dans le public, la seule personne politique, même indépendamment des candidats, la seule personnalité politique connue qui soit considérée comme faisant le poids comme président, c'est Madame Pécresse. Et elle a l'avantage de diriger une région qui est en soi aussi grande qu'un pays. Et voyez, si vous comparez Madame Pécresse à la copine de Serge qui dirige la ville de Paris, on a vraiment quelque chose de très différent. C'est-à-dire que d'un côté... Je m'apprête à annoncer qu'Hidalgo va gagner. Oui, ça, je crois quand même que c'est peu... On a d'un côté un maire de Paris qui est rejeté massivement quand même par la population française. Elle est à 2-3% actuellement, voilà, c'est fou. Et une présidente de région Île-de-France qui n'est pas véritablement rejetée. Ça ne veut pas dire qu'elle soit nécessairement bonne, mais je crois que sur ces 2 critères, qui sont la notion de rejet maximal, de haine, si je puis dire, contre un candidat, et le deuxième critère qui est celui de la personne que l'on considère comme étant un possible chef d'État, pour ces 2 raisons-là, Valérie Pécresse
est la candidate de choix. Sauf si elle venait à se disputer avec Éric Ciotti durant la campagne. C'est-à-dire si, en fait, les médias, c'est l'intérêt des deux de rester ensemble. Mais si les médias la chatouillent pour lui dire « mais alors, Ciotti, il est méchant, Guantanamo, etc. » S'il devait y avoir un clash, là, évidemment, Valérie Pécresse perdrait cette partie de l'élection. Et Serge Federbusch. Alors, je pense qu'il faut resituer cette élection dans la crise de régime qui a déjà commencé. On est dans une crise de régime et la République est gravement atteinte. Bon. Okay. D'abord, je ne crois pas au sondage qui donne Macron à 25-27%. Pourquoi ? Parce que c'est la même erreur que ceux qui voyaient Giscard réélu en 81. Il faut partir de sa base de la dernière élection. En 2017, il faisait 24% au premier tour. D'accord ? Je connais personne, pratiquement, qui a envie de voter Macron aujourd'hui, qui n'avait pas voté Macron la dernière fois. En revanche, je connais beaucoup de gens qui avaient voté Macron qui n'ont plus envie de voter pour lui. Donc le score réel. Donc on confond actuellement dans les sondages, et ça va être, à mon avis, le premier renseignement de ce qui se passera au premier tour, c'est qu'il va y avoir une déroute des sondeurs. On va se dire, oh bah tiens, c'est bizarre, on le voyait à 27, il va faire 19-18, à mon avis. 18-19-20, pas plus. Bon, ensuite, il y a les autres. À mon avis, ça va être à touche-touche, ça va être très serré, d'accord, entre Pécresse, Zemmour, Le Pen. Si Zemmour arrive vraiment à faire baisser Le Pen, il peut être au deuxième tour face à Macron ou pas Macron. D'ailleurs, peut-être Pécresse. On peut avoir un deuxième tour Pécresse-Zemmour. On peut avoir un deuxième tour Pécresse-Le Pen. On peut avoir un deuxième tour Macron. Enfin, ça va être extrêmement serré. D'accord. Bon. Pardon. Alors, paradoxalement, je rejoins un peu, même si ce n'est pas mes souhaits, l'analyse d'Yves, à savoir qu'il y a une probabilité, effectivement, dans cette détestation très forte de Macron, on va voter au deuxième tour pour celui qu'on déteste le moins, et il y aura des gens qui haïssent tellement Macron que même s'ils n'ont pas envie de voter Pécresse, ils iront voter Pécresse, et en tout cas, il y aura une abstention énorme, et il y aura très très peu de report de voix tous les autres candidats qui ne seront pas au deuxième tour, vers Macron. Donc Pécresse, si c'est elle qui est face à Macron, a des bonnes choses. Les autres, ça sera plus compliqué, parce qu'il y aura effectivement les heures sombres, le retour du nazisme, etc. Et ça jouera quand même. Hein, les abrutis iront se dire, oh là là, mais Zemmour, c'est un nazi, bon, c'est pas grave s'il est juif, c'est pas grave s'il va à la synagogue, etc. C'est un nazi, ils arriveront à les conditionner. Et donc, bon, ça peut quand même marcher. Mais la conclusion que j'en tirerai, là, je rejoins sur le raisonnement de la crise de régime, c'est que là, je pense qu'il peut y avoir une innovation, pour une fois. C'est-à-dire que je pense que aussi bien, même pour Pécresse, il est possible qu'il n'y ait pas de majorité solide au Parlement. Et d'ailleurs, même si LR arrive légèrement en tête après législative, après une victoire de Pécresse, parce que qui va investir les candidats LR pour les prochaines législatives, c'est Wauquiez et sa bande qui actuellement sont déjà en train de les investir. Et donc Pécresse, elle risque d'avoir de toute façon un groupe, même s'il était majoritaire au Parlement, qui ne sera pas à sa botte. Si Macron est réélu, à mon avis, ça va être malgré tout un fiasco pour les candidats de la REM, d'accord ? Et si Zemmour ou Le Pen sont élus, eh bien, ils auront beaucoup de mal à avoir une majorité, d'autant qu'il y aura à ce moment-là le réveil de la gauche, attention, il y a un nazi à l'Élysée. Donc, ce que je crois, c'est que c'est une étape, ces élections sont une étape dans la crise de régime, et cette crise de régime va se traduire par le fait que, peut-être pour la première fois, on n'aura pas de majorité solide au Parlement, et alors là, il faut retrouver le raisonnement qu'on a fait précédemment sur la crise financière. Qu'est-ce qui va se passer en France si jamais à un moment ou un autre, par exemple, Poutine décide de tripler le prix du gaz pour nous emmerder, d'accord, que l'inflation redémarre à fond, que l'État ne peut plus payer ses fonctionnaires et les rentes de tout le monde et les retraites, quand vous avez en plus un Parlement ingouvernable avec un président fragile. Ouais. Et donc la crise de régime va se poursuivre et cette élection n'est qu'une étape dans la crise de régime. Les Français sont assez cohérents et logiques pour donner une majorité aux candidats qu'ils auront élus, quels qu'ils soient. Ils ont été suffisamment incohérents et illogiques pour se laisser berner par Macron. Oui, mais ils ont toujours donné une majorité à l'Assemblée nationale aux candidats élus. Pour croire aux absurdités de Hollande sur « je traque les riches » et la taxe à 75%, il ne faut pas surestimer l'intelligence suprême d'un peuple qui vote. Bon, et là, il y aura mécaniquement, de toute façon, une majorité beaucoup plus faible, que ce soit Macron, Zemmour, Le Pen ou même Pécresse. Il y aura quand même une majorité. Mais ce n'est pas sûr du tout, ça n'est pas sûr du tout. Si la gauche se reprend, dans toute l'histoire de la Ve République, ça a été comme ça. Mais les choses ne se répliquent jamais jusqu'à la fin des temps, sinon il n'y aurait pas d'histoire. Il n'y a pas les crises. Roland, et ce sera le mot de la fin. Oui. Pesez bien vos mots.
La Constitution a été faite de telle manière que chaque élection présidentielle doit être la solution à une crise de régime. Et elle est en elle-même une crise institutionnalisée. Donc dire que la crise aura lieu après, j'y crois pas. D'accord. Alors écoutez, information pour vous qui nous écoutez, nous suivez. Je vous avais annoncé qu'en plus de la politique, on irait sur l'économie et sur l'international. Alors, le temps a filé. Nous ne parlerons pas de vos pronostics économiques, même si vous avez bossé. J'ai entendu des choses autour de l'hyperinflation. J'aurais bien aimé qu'on creuse ce sujet, parce qu'on la voit repartir. Elle est à 3% en France, hein, et bien plus élevée dans d'autres pays. Tant pis. L'international, je voulais vous faire parler de la Chine, des rapports avec Taïwan. Il y a quand même il y a pas mal de tensions hein, que l'on voit dans le monde. Bien là non plus, nous allons devoir nous asseoir sur notre frustration. Ce sera peut-être un sujet lors de la prochaine émission qui aura lieu dans 15 jours. Donc, messieurs les clasheurs, merci beaucoup. Merci de votre savoir, de votre énergie, Président. Monsieur le Président, Federbush. merci. Voilà, très bien. Il a tout compris, c'est un homme politique, il sait me parler. Il n'empêche que je n'aurai pas la grosse tête, ou en tout cas pas plus qu'aujourd'hui, et je serai là dans 15 jours. J'espère vous aussi. Et vous savez qu'à la fin, on a toujours une petite surprise, c'est celle d'Ignace. On se retrouve dans quelques secondes parce qu'il a beaucoup travaillé sur des caricatures, et j'espère pas que. Vous allez voir, il y a de belles caricatures. Et tenez. Roland est superbe. N'est-ce pas le gendre idéal? Tenez, Roland, elle est à vous. Ah, magnifique. Oui, mon régime n'a pas marché, apparemment. Un petit peu la tête du ravi de la crèche, si je puis me permettre, ce qu'il n'est pourtant pas. Ouais, bah, président, Federbush. J'espérais que ça soit autre chose. La cravate kileuse et l'œil gentil, parfait pour être élu. Ok, alors là, on parle de mon cas. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 deux ans de pandémie, on l'a toujours dans le nez. Très bien. Là, je vais l'afficher, je vais la propager, si je puis dire. Très bien. Et le dernier, merci Ignace, c'est un très beau boulot. Hein. Qu'a-t-on appris de 2 ans de pandémie à surfer sur les directives contradictoires de l'exécutif? Voilà. Ça, c'était le sujet numéro 1. C'est vrai, et c'est très justement vu. Allez, rendez-vous dans 15 jours. J'espère que vous appréciez cette émission comme nous, on aime la faire. Et soyez sages ou pas. À bientôt. Au revoir.